In 2 minutes, c'est tout ce qu'il a fallu à un gardien remplaçant aux 2 seules sélections pour changer le dernier combat d'une génération dorée en cérémonie funèbre. Mais avant d'en venir à ce coup de poignard à Los Angeles, une réalité plus vaste plane sur ce mondial. Les résumés l'ignorent souvent, et elle n'a rien à voir avec les tactiques ou les compositions d'équipe. Le tournoi se déroule aux États-Unis pendant l'une des répressions migratoires les plus dures de l'histoire moderne du pays. De Bruxelles à Barcelone, des supporters sont entrés dans les stades en se demandant si la personne fouillant leur sac relevait du stade ou de l'immigration fédérale. Depuis des mois, les organisations de défense des droits humains préviennent les visiteurs. Assister cet été à un match de Coupe du Monde sur le sol américain comporte des risques que personne n'associait encore au ballon rond il y a 10 ans. Plantons le décor. Le 10 juillet 2026, l'Espagne et la Belgique ont pénétré sur la pelouse du Sophie Stadium, avec une place en demi-finale en jeu. 90 minutes plus tard, le tableau affichait 2-1 pour l'Espagne. Mais cette phrase dit peu de ce qui s'est passé. Une blessure à l'échauffement a anéanti le plan belge avant même le coup d'envoi. Une défense qui n'avait pas encaissé le moindre but en 6 rencontres a fini par céder. 2 appels au pénalty ont fait hurler des nations entières devant leur écran. L'arbitre s'est retrouvé dans l'action. Et est venu le scénario le plus cruel. Un gardien légendaire est sorti en larmes, contraint de regarder son jeune remplaçant commettre l'erreur qui a brisé le rêve mondial de son pays. Avant de replonger dans ces 90 minutes qui ont meurtri la Belgique, il faut voir combien leurs chemins différaient. L'Espagne se présentait en championne d'Europe et parmi les grandes favorites au titre. Pourtant, son entrée en lice s'était soldée par un 0-0 contre le Cap-Vert, faisant douter d'un pic de forme trop précoce. Puis tout a changé. Les hommes de Luis de la Fuente ont gagné 4 matchs de suite, marqué 9 buts et n'en ont concédé aucun. Ils ont balayé l'Autriche 3-0, puis survécu à un derby ibérique tendu face au Portugal, décidé dans le temps additionnel par Mikel Merino, sorti du banc. Ce but a éliminé Cristiano Ronaldo de ce qui était presque certainement sa dernière Coupe du Monde. Retenez ce nom, Merino. Il va de nouveau compter. Avant le quart de finale, l'Espagne restait sur 6 rencontres consécutives, sans encaisser, portée par une défense composée de Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte et Marc Cucurella. Ce quatuor verrouillait les transitions, tandis que l'équipe confisquait le ballon. Avec le prodige Lamine Yamal sur un côté et Rodri à la commande du milieu, la Roja semblait taillée pour aller au bout. De la Fuente refusait pourtant la facilité et prévenait que la Belgique serait l'adversaire le plus redoutable rencontré jusque-là. Cela ressemblait à de la diplomatie. Au coup de sifflet final, on y entendait une prophétie. Le parcours belge avait été bien plus étrange. Éliminés dès la phase de groupe 4 ans plus tôt au Qatar, les Diables Rouges étaient arrivés en Amérique du Nord presque oubliés. La génération dorée était censée être finie. Eden Hazard n'était plus là, Vincent Kompany non plus. Restait un mélange singulier de légendes vieillissantes et de nouveaux venus affamés, soudés par le sélectionneur Rudi Garcia, dont le contrat expirait après le tournoi. Et pourtant, cela a fonctionné. La Belgique a remporté son groupe en écrasant la Nouvelle-Zélande 5-1. En 16e de finale, elle a signé une remontée historique. Menée de 2 buts par le Sénégal, elle s'est imposée 3-2. Youri Tielemans marquant l'égalisation, puis le but victorieux en fin de match. En 8e, elle s'est rendue à Seattle pour démolir le pays hôte, battant les États-Unis 4-1 grâce notamment à un doublé étincelant de Charles de Ketelaere. Cette victoire avait aussi fait polémique. Garcia avait laissé Kevin De Bruyne, Jérémy Doku et Romelu Lukaku, meilleurs buteurs de l'histoire belge, sur le banc, préférant titulariser le bien moins expérimenté Fol Balogun. Le pari avait payé au tableau d'affichage, mais il avait coûté cher. Amadou Onana s'était rompu les ligaments du genou, mettant fin à son tournoi et laissant un vide au milieu. À l'heure du quart, la Belgique restait invaincue depuis 18 rencontres. Une équipe annoncée en déclin venait de retrouver son identité. Quelques minutes avant le coup d'envoi, nouveau désastre. Youri Tielemans, capitaine, cœur battant de l'équipe et héros de la remontée face au Sénégal, s'est blessé à l'échauffement et a dû déclarer forfait.
Hans Van Aken l'a remplacé au dernier moment, sans capitaine ni patron du milieu, sans délai pour ajuster un plan construit autour de lui. Beaucoup d'équipes se seraient effondrées. Pas la Belgique. Pendant de longs moments du premier acte, les Belges ont même été les plus audacieux. Garcia a relancé Kevin De Bruyne et Jeremy Doku, ménagés jusque-là, pour ce qui pouvait être le plus grand match de la carrière internationale de De Bruyne. Nicolas Raskin, le milieu des Rangers, remplaçait Onana. Lukaku débutait encore sur le banc malgré 4 entrées consécutives conclues par un but, un grand débat belge. Garcia gérait-il magistralement sa star vieillissante, ou défiait-il une fois de trop le destin? La suite répondrait cruellement. Maxime de Kuyper et De Bruyne ont rapidement testé la défense espagnole. Un instant, la Belgique a semblé pouvoir refaire son coup américain. Mais le talent sait attendre. Peu à peu, la supériorité espagnole s'est imposée. Yamal a sollicité Courtois à plusieurs reprises, tandis que Mikel Oyarzabal l'a lui aussi forcé à intervenir. L'arbitre anglais Michael Oliver, qui améliorait encore le record de matchs de Coupe du Monde dirigé par un officiel de son pays, a dû calmer les esprits. Il a averti Pau Cubarsí pour avoir presque arraché le short de De Bruyne sur une contre, puis Axel Witsel pour une intervention tardive sur Rodri et Aymeric Laporte, pour avoir retenu Jérémy Doku lancé vers l'avant. C'était un match à élimination directe, avec une demi-finale au bout. À la demi-heure, la pression espagnole a fini par payer. Dani Olmo a frappé, Courtois n'a pu que repousser le ballon dans une zone dangereuse et Fabian Ruiz a surgi le premier pour reprendre. 1-0 pour l'Espagne et la forteresse tenait. Sauf que la Belgique n'avait pas lu le scénario. 11 minutes plus tard, un centre dans la surface a trouvé Charles de Ketelaere. Son rôle de faux neuf était devenu une révélation du tournoi. Il s'est élevé et a placé sa tête au fond, un partout. L'Espagne venait d'enchaîner 6 matchs, sans encaisser, mais une équipe belge, privée de son capitaine et de son sentinelle défensive, fut la première à la percer dans ce mondial. À la pause, contre toute attente, la Belgique rentrait plus heureuse. La seconde période a basculé dans le chaos et le chagrin, à commencer par l'arbitrage. Yamal s'est présenté seul face à Courtois, qui l'a repoussé d'une belle parade, même si un drapeau de hors-jeu aurait annulé le but. Quelques instants plus tard, le ballon a touché le bras d'un défenseur belge dans la surface. Les Espagnols ont encerclé Oliver pour réclamer un penalty. Il a laissé jouer et l'assistance vidéo a confirmé, estimant que le bras se trouvait dans une position naturelle sur une frappe à bout portant. Selon la lettre du règlement, la décision était juste. Essayez toutefois de l'expliquer sur le moment à un banc espagnol furieux. Ce fut ensuite au tour des Belges de se sentir lésés. Laporte s'est élevé pour jouer un ballon de la tête dans sa propre surface, et celui-ci a ricoché sur le corps de Rodri. Les joueurs belges ont réclamé une main, persuadés qu'on leur refusait la possibilité de prendre l'avantage sur penalty, mais Oliver n'a pas bronché. Les ralentis ont montré que le ballon avait surtout touché le corps de Rodri plutôt que son bras. L'action a malgré tout nourri le débat sur l'interprétation des mains qui accompagne ce mondial depuis les poules. La journée d'Oliver n'était pas terminée. Dani Olmo a percuté l'arbitre tête contre tête et les deux hommes se sont retrouvés au sol dans un enchevêtrement qui a fait rire nerveusement les commentateurs. Puis Oliver a sifflé une faute belge en pleine attaque que même les observateurs neutres ont peiné à identifier. Ajoutez la chaleur écrasante de Los Angeles, imposant une pause fraîcheur dans chaque période, et vous obtenez un match joué sur le fil du rasoir. Mais chaque carton, chaque réclamation et chaque controverse allait être effacée par une pure tragédie sportive. Au milieu de la seconde période, Thibaut Courtois s'est écroulé après un nouvel arrêt. C'était encore une prouesse d'un homme qui disputait son 21e match de Coupe du Monde, deuxième total de l'histoire pour un gardien derrière Manuel Neuer. Quelque chose a lâché dans sa jambe. Assis, il se tenait la cuisse tandis que les soigneurs accouraient. Pris en charge pendant la pause fraîcheur, il est revenu brièvement avant de faire signe au banc qu'il ne pouvait plus continuer. À la 71e minute, alors que le score était d'un partout, Thibaut Courtois a quitté le terrain en larmes, sans chercher à les cacher.
Les caméras ont saisi le gardien de 34 ans en pleurs dans les bras de Rudy Garcia. 115 sélections, 4 Coupes du Monde, largement considéré comme le meilleur gardien de sa génération. Tous ceux qui regardaient ont compris, il venait peut-être de porter le maillot belge pour la dernière fois dans un mondial. Auteur de 4 arrêts, il avait sans doute été le meilleur belge, maintenant son équipe en vie sous des vagues de pression. Lors des 5 premiers matchs, il avait réussi 10 arrêts pour seulement 5 buts encaissés. Et au pire instant, son propre corps venait de le trahir. Même la tribune royale en a senti le poids. Le roi Philippe était présent, espérant assister à un après-midi historique. Il a vu le plus grand gardien de l'histoire du pays boiter vers un avenir incertain. Sen Lammens est alors entré, 23 ans, gardien de Manchester United, seulement 2 sélections, et pas une minute jouée dans ce mondial. Il fut le premier autre que Courtois a gardé le but belge en Coupe du Monde depuis Geert de Vliege face au Brésil en 2002. Presque un quart de siècle de football mondial belge avait traversé les gants d'un seul homme. Un jeune portier à peine international devait désormais préserver un nul en quart face aux champions d'Europe. Sa saison en club était excellente et son talent ne faisait aucun doute. Mais dans un moment pareil, rien ne remplace l'expérience. L'Espagne a senti la faille et accentué la pression et lancé Pedri, Ferran Torres et un Nico Williams, plein de fraîcheur contre une défense belge épuisée qui pliait sous la chaleur. À 2 minutes de la fin du temps réglementaire, De La Fuente a fait entrer le même Mikel Merino, dont le but dans le temps additionnel avait éliminé le Portugal au tour précédent. Il ne lui a fallu qu'1 minute et 57 secondes pour briser le cœur d'un autre pays. À la 88e minute, Pau Cubarsí a déclenché une frappe rasante vers le but belge, exactement le genre de tir que Courtois avait capté tout l'après-midi, appuyé mais prenable. L'Amance s'est couché sans parvenir à bloquer. Le ballon a jailli dans la zone la plus dangereuse du terrain. Lancé à pleine vitesse et totalement seul, Mikel Merino est arrivé. Le remplaçant a poussé le ballon au fond avant de filer vers le poteau de corner sous l'explosion des supporters espagnols. 2-1 pour l'Espagne. Moins de 2 minutes après son entrée, Merino venait de mettre fin au mondial belge. Sur le banc, Thibaut Courtois a dû tout regarder, cette frappe qu'il aurait presque certainement captée, puis l'erreur de son jeune remplaçant, de celle que seule l'expérience permet d'éviter. Dans les dernières minutes, la Belgique a tout jeté vers l'avant. Entré avec Witsel lors d'un triple changement, Lukaku a disputé chaque ballon. De Bruyne, avant de céder sa place, a tenté d'arracher un ultime geste de magie à une carrière qui en compte tant. Les Diables Rouges ont poussé jusqu'au coup de sifflet final à la recherche d'une égalisation jamais venue. L'Espagne a tenu pendant 10 minutes interminables, temps additionnels compris, Cubarsí et Laporte cherchant à se racheter après le but qui avait menacé leur bilan parfait. Quand Oliver a sifflé, les Espagnols sont tombés dans les bras les uns des autres, tandis que les Belges s'effondraient sur la pelouse. 2-1. L'Espagne en demi-finale. La Belgique à la maison. Les chiffres décrivent un match que l'Espagne méritait de gagner, avec bien plus de 2 buts attendus en occasion, contre à peine un tiers de but pour la Belgique. Mais aucune statistique ne mesure la douleur de cette défaite, car elle représente sans doute plus qu'une élimination en quart, la fin d'une époque. Courtois a 34 ans, et ses larmes étaient celles d'un homme qui savait peut-être avoir disputé son dernier match mondial. Kevin De Bruyne en a 35. Son statut est déjà passé de titulaire permanent à celui de cadre ménager. Romelu Lukaku en a 33. Ces 3 buts consolident sa place parmi les grands buteurs de sa génération en Coupe du Monde. Mais ses jours de titulaire automatique semblent compter. Axel Witsel en a 37 et a surtout servi à fermer les rencontres. C'était presque certainement la dernière danse de la génération dorée, celle qui a atteint les quarts en 2014 et les demi-finales en 2018, restant des années parmi les meilleures sélections du monde sans jamais transformer ce rang en trophée. Enterrés après le désastre du Qatar 4 ans plus tôt, ils ont refusé de partir en silence. Remontés contre le Sénégal, humiliation du pays, hôte, sur son sol, champion d'Europe poussé jusqu'à la 88e minute, malgré un capitaine blessé à l'échauffement et un gardien légendaire sorti en pleurs.
Mais la fin reste toujours la même pour cette génération, si près dans la souffrance, sans jamais franchir la ligne. En Belgique, tous les regards se tournent désormais vers l'avenir. Le contrat de Rudy Garcia a pris fin avec le tournoi, malgré un parcours menant une équipe prétendument finie aux portes des demi-finales. Son maintien serait loin d'être garanti, selon des observateurs du football belge, qui spéculent sur la prochaine décision de la fédération. Des sources proches de celle-ci ont évoqué, sans aucune confirmation, un changement d'entraîneur possible dans les prochains jours. Cela reste pour l'heure une simple hypothèse. Les raisons d'espérer sont pourtant réelles. Charles de Ketelaere s'est affirmé comme une véritable vedette. Leandro Trossard a créé plus d'occasions que presque tous les joueurs du tournoi, et la Mens, malgré son cauchemar, demeure l'un des gardiens les plus prometteurs d'Europe. Aussi cruel soit-il, ce genre de soirée forge souvent les jeunes portiers. Le football belge ne meurt pas, il se transforme. Pour l'Espagne, la suite est prestigieuse. Une demi-finale contre la France, prévue le mardi 14 juillet à l'AT&T Stadium de Dallas. Le numéro 1 mondial face au numéro 2, les finalistes des 2 dernières éditions contre les champions d'Europe. Beaucoup l'annonçaient depuis des mois comme la vraie finale. Son vainqueur deviendrait le favori pour le titre le 19 juillet, au stade de New York, New Jersey. L'Espagne aborde pourtant ce duel avec de vraies interrogations. Malgré toute sa maîtrise face à la Belgique, elle a trop souvent raté la dernière passe. Yamal a multiplié les situations sans trouver le chemin défilé. Contre les Belges, ce manque d'efficacité a failli tout coûter. Contre la France, nombre d'analystes pensent qu'il sera presque certainement fatal. Et un schéma gênant marque aussi les matchs couperets espagnols. Contre le Portugal, il a fallu un but de Merino dans le temps additionnel. Contre la Belgique, un autre à la 88e minute, offert par la faute d'un gardien remplaçant. Les champions trouvent toujours un moyen de gagner, et l'Espagne continue d'en trouver. Mais dépendre de buts tardifs et d'erreurs adverses devient dangereux contre ce qui est peut-être l'effectif le plus talentueux encore en course. C'est peut-être ce qui la rend si inquiétante. Elle n'a plus atteint sa pleine puissance depuis les poules. Et elle figure tout de même dans le dernier carré, avec un seul but encaissé en 7 matchs. Sa défense affiche des chiffres historiques. Son banc fournit sans cesse les héros, et Merino est devenu un talisman dont tout le mondial consiste à surgir de nulle part pour briser des cœurs. 2 tours à élimination directe, 2 buts tardifs, décisifs. S'il recommence une 3e fois face à la France, Madrid lui consacrera des chansons pendant des décennies. Rien de cela ne se joue en vase clos. Depuis des mois, le président de la FIFA, Gianni Infantino, présente le tournoi comme une grande fête mondiale, tandis que les organisations de défense des droits humains documentent une toute autre réalité sur le terrain. Des observateurs indépendants ont signalé une forte hausse des opérations de contrôle migratoire dans les villes hôtes avant la compétition. Plus de 120 associations de défense des immigrés ont averti ensemble les quelques 10 millions de visiteurs attendus aux États-Unis. La politique fédérale actuelle pouvait leur faire courir de sérieux risques, quel que soit leur visa ou leur billet. Cette tension aurait même atteint la direction de la FIFA. Plusieurs enquêtes indiquaient que ces responsables avaient demandé en privé ce que les associations ont appelé une trêve des contrôles autour des stades et des zones de supporters pendant le tournoi. Les autorités fédérales sont restées vagues, confirmant seulement une présence générale des services de sécurité sur les sites, sans en préciser l'étendue. Pour un tournoi censé réunir le monde sur le sol américain, ce contexte projette une longue ombre jusque sur les plus grands moments sportifs, comme celui que viennent de vivre l'Espagne et la Belgique, alors que restent à jouer les demi-finales de Dallas et d'Atlanta, puis la finale dans le New Jersey. Voilà l'histoire d'Espagne-Belgique, au cœur de celle d'une Coupe du Monde, soumise à une immense pression politique. Un match décidé sur des marges infimes et dans des circonstances cruelles. Une blessure à l'échauffement privant la Belgique de son capitaine avant le coup d'envoi. Une première période où l'outsider a fissuré une défense que personne n'avait touchée.
Une seconde remplie d'appels au pénalty, de fautes fantômes et d'un arbitre percutant un joueur dans une scène de pur burlesque, un gardien légendaire quittant en larmes le plus grand match de sa carrière. Enfin, un remplaçant de 23 ans, Heinz, dont l'unique erreur a offert à l'Espagne sa place en demi-finale. La génération dorée belge méritait mieux. Elle ne l'a pas eu, car le football distribue rarement ses dénouements selon le mérite. Il les décide sur des ballons relâchés et des coups de poignard à la 88e minute sur des blessures à l'échauffement et des muscles qui lâchent au pire moment. L'Espagne poursuit sa route et affrontera la France à Dallas, à 2 victoires d'une deuxième couronne mondiale, 16 ans après la première. La Belgique rentre enterrer une époque et construire la suivante. Et quelque part à Los Angeles, Mikel Merino sourit sans doute encore, sans savoir que son nom va entrer pour toujours dans la légende du football espagnol, un but tardif après l'autre.